L'idée, elle est venue de cet endroit et des noms que portent les différentes rues. Rue de la Mare, rue de la Cascade. Donc nous avons essayé de baser notre projet sur l'eau. Se mettre à la recherche de la source. On a écrit une structure, on l'a répété 2 jours et donc il y a une part d'improvisation. Le désir, c'est trouver des prétextes pour donner à voir les endroits et puis les parcourir à notre manière, à notre rythme, en prenant le temps de les regarder, de les sentir. trouvais ça bien sympa. Ouais. Et le quartier, voilà, ça fait plaisir de voir des trucs qui se passent un peu dans ce quartier. Et, bah ouais, super sympa, la petite performance. J'avais un peu chaud, je me suis pris de l'eau. C'est ça. Parfait. Non, super sympa. Ça m'a surpris et j'ai trouvé ça bien agréable.
puis comme il faisait chaud, jouer avec de l'eau, c'est une bonne idée. Après au niveau du sens, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en tout cas c'était vachement plaisant à regarder. J'ai trouvé ça original, en plus sous le soleil, cette petite déambulation dans le quartier, vraiment c'était génial. C'était génial parce qu'en plus on a découvert un quartier qu'on ne connaissait pas et c'était super dépaysant comme spectacle, c'était extraordinaire. Même ma fille, je pense qu'elle a adoré. Très intelligent, très intéressant, ça fait réfléchir, ça fait visiter la ville aussi et voilà, ça a été touchant même à des moments. Surtout que c'est un quartier qu'on ne connaît pas forcément, enfin du moins pour ma part je viens pas du 20e, donc c'est vrai que c'est une super initiative et vraiment je reviendrai. Moi, pour l'anniversaire de Télébocal, je suis prêt à prendre une douche sous la pluie. Joyeux anniversaire pour Télébocal. On est place Édouard Herriot, juste à côté de l'Assemblée nationale. Et en fait, le collectif Roosevelt, qui a été créé il y a à peu près un an avec Stéphane Hessel et Edgar Morin, a commencé une grève de la faim pour interpeller le gouvernement et les partenaires sociaux qui vont se voir demain à la courante conférence sociale. En fait, c'est parti de 3 militants et qui ont commencé dimanche soir. À partir de dimanche, j'ai cessé de m'alimenter et par contre, je bois régulièrement. J'ai commencé lundi matin. Je reprends un train à vendredi à 16h, donc j'arrêterai à 15h le temps de manger une petite soupe. On fait ça par rapport à la conférence sociale qui va avoir lieu jeudi et vendredi et pour alerter de la situation gravissime dans laquelle on est, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue écologique aussi. Le collectif Roosevelt, c'est 100 000 signataires, 102 000 exactement. On a envoyé un formulaire à tous nos signataires. On a été rejoint par 1600 personnes qui se sont engagées à jeûner pendant une journée, pendant toute cette période-là. Et voir 1500 personnes qui disent moi aussi, dans ma maison ou dans mon boulot, mais je prends un jour ou deux sans manger pour dire que oui, c'est grave, et il y en a marre. Il y en a marre de ne pas avoir une politique à la hauteur des enjeux. Je trouve ça super. Je me sens moins seul, j'ai moins faim. Parce qu'un jeûne est toujours un acte symbolique très très fort. Il engage le corps. Pas simplement l'âme, mais il engage le corps des personnes qui le font. Au début, on en avait un peu marre d'avoir la moyenne d'âge entre 50 et 60 ans, et on trouve ça très très bien de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. On a choisi ce nom parce qu'en fait, on veut s'inspirer de ce qu'a fait le président Roosevelt lorsqu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis en 1933. Les gens pensent qu'il n'y a aucune solution, il y a 14 millions de chômeurs. Et Roosevelt, alors qu'il est plutôt jeune, qu'il est handicapé, mais il fait passer une telle énergie, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il a été courageux et les réformes qu'il a mises en place ont changé franchement le visage de l'économie américaine. Et ce qu'il a fait en 1944, ce qui nous a donné 30 ans de prospérité sans avoir besoin de dette, c'est Philadelphie, la conférence de Philadelphie qui dit priorité à la justice sociale. Dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles contre la pauvreté, pour un salaire minimum, sur le temps de travail. Et c'est ça qui nous a donné 30 ans de stabilité et de prospérité sans avoir besoin de dette. Donc on s'est dit avec Stéphane Hessel et avec 2 ou 3 autres copains au début, il faudrait se mettre d'accord sur 15 propositions. Symboliquement, ça aurait de l'allure. Et Soyez Roosevelt, qui est écrit sur le t-shirt, tout simplement c'est ce qu'a dit Stéphane Hessel il y a 2-3 ans à François Hollande en lui disant « François Hollande, soyez Roosevelt une fois que vous serez élu. Ayez du courage, ayez de l'audace et acceptez vos responsabilités. » Nous défendons à Roosevelt la semaine de 4 jours. Le travail, il faut qu'on puisse mieux le répartir entre les gens. Comme vous le voyez, c'est un compteur à chômeurs. On est parti du nombre de chômeurs actuels en France, selon les derniers chiffres qui ont été donnés. On a fait une petite moyenne et on est arrivé à la moyenne de 1000 chômeurs de plus par jour. Tous les mois, il y a 80 000 personnes qui sortent des listes de Pôle emploi et qui ne touchent plus d'allocation chômage. Et qu'est-ce que deviennent ces familles? Nous, on propose de sécuriser les chômeurs pendant 4 ans. Il y a 90% de leur revenu qui est assuré. Et depuis que vous êtes né, vous entendez le mot crise. Voilà, tout le monde et les technocrates de Bercy, certains nous disent qu'on est dans une petite récession. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est dans une crise de civilisation, que c'est gravissime, que du point de vue économique, c'est plus grave que ce qu'ils pensent.
on est dans un système qui peut s'effondrer. Depuis les années 60, la croissance diminue de décennie en décennie. Et donc si on s'obstine à vouloir chercher une solution à nos problèmes socio-économiques avec la croissance, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Si on n'est pas capable de réagir, ça peut finir par une crise sociale gravissime, des millions de pauvres en Europe, et une crise politique, et ça peut finir par un conflit militaire dramatique. On peut avoir la Troisième Guerre mondiale entre la Chine et le Japon, pour être clair. Le problème, c'est l'efficace de cette mobilisation citoyenne et comment, de l'autre côté, du côté de nos représentants que nous avons élus démocratiquement, comment ils entendent cela. C'est bloqué, on reste dans le fatalisme de la crise, dans toujours les mêmes solutions. C'est vraiment très décevant. Pierre Larouturou et d'autres fondateurs du collectif rencontrent et vont assez régulièrement, soit à l'Élysée rencontrer les conseillers du président, soit à Matignon rencontrer les conseillers du Premier ministre. Personne ne nous dit là tu déconnes, c'est pas possible. À chaque fois, ils nous disent c'est très intéressant. Ce que tu proposes pour financer la dette à 1%, c'est très intéressant. Ce que tu proposes pour mettre 34 milliards du fonds de réserve sur le logement, c'est très intéressant. Donc ça énerve quand ils vous disent que c'est très intéressant et qu'ils ne le font pas. Demain, on interpellera peut-être différemment encore, de manière plus politique, peut-être dans les urnes, en constituant une liste. On sait où on va et voilà, c'est un gros chantier, mais si on n'est pas capable d'ouvrir ce chantier, ça va être très compliqué dans quelques années. Pour les 17 ans de Télébocal, je suis cap de demander aux femmes de me montrer leurs seins. Ou une autre partie du corps. Un tatouage ou... Ah non. Ou une autre partie du corps. Non. Non. On était en train de parler de romance. C'est une sortie scolaire, là vous tournez peut-être un petit peu mal. Ah, et vous êtes les professeurs. Ah ouais. Non. C'est une blague. Non. J'ai bien peur que non. Non, merci quand même. Matez bien. Est-ce que pour les 17 ans de Télébocal, vous pouvez nous montrer votre nombril? Si vous voulez. Vous racontez des conneries là. Attendez que je le trouve, peut-être que je l'ai perdu en route. Ouais. Moi je dois très bien, hein, mais je pense pas qu'on ait le droit. Hein. Mais si, c'est bon, c'est un nombril. Vous aussi monsieur, le quoi qu'il a fait, vous le faites aussi. Ah. Voilà. Vos orteils alors? Ouais voilà. Alors voilà. C'est des beaux pieds. Hein. D'accord. Je suis pudique moi. Les orteils peut-être. Quoi mes orteils? Les orteils. On peut voir les orteils peut-être. Quoi mes orteils? Les orteils. Vous montrez vos orteils. Non, tenez mes mains. C'est pas mes orteils. On est à l'Hôtel Dieu. Là, on prépare un petit pique-nique en fait pour le personnel et puis pour les usagers, tout ça. Pour rester dans l'action sous la défense de l'Hôtel Dieu. Là, ils ont annoncé pour le 4 novembre la fermeture des urgences. Il y a 40 000 urgences par an qui transitent par ici et c'est déjà engorgé dans les autres hôpitaux. Donc comment ça va être possible? Ça va pas être possible. Ma mère a déjà failli crever par manque de soins aux urgences de Bichat. C'était en 2005 hein, parce que les urgences étaient blindées. En arrivant le matin, le soir on n'était pas passé. Ce projet qu'ils ont de vider les activités de soins, ça fait partie de ce qu'ils appellent l'opération immobilière sur Hôtel Dieu, qui doit servir à changer d'activité de ces bâtiments et à vendre le siège. Ce sera une catastrophe sanitaire dans Paris et par la suite, malheureusement, les usagers n'auront plus qu'à se contenter d'un service public minimum. Ici, vous avez les photos de ce qui a été, entre guillemets, vidé. Hein. On a enlevé l'activité de soins. La dernière qui est partie, c'est la chirurgie de l'unité thoracique. Hein. Donc, comme vous le voyez, ce sont des locaux tout à fait nouveaux, tout à fait réaménagés. Hein. Tout ceci pourrait être, regardez, tout à fait opérationnel. On veut vider les espaces neufs parce qu'ils ont décidé dans ce projet de ne plus avoir de l'activité de soins et un hôpital véritable. Le projet
c'est de faire de l'Hôtel-Dieu un hôpital debout sans lit. Moi, hôpital debout, c'est deux noms complètement antinomiques. Hôpital, on donne l'hospitalité. Et vous, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous ne le laissez pas debout. Il faut un suivi des patients. Autrement, un hôpital sans lit, c'est un hôpital sans malade. Voilà. Malheureusement, que quand on parle d'hôpital debout, c'est ce type de médecine déshumanisée qu'on essaye de promouvoir. Je ne vois pas pourquoi la spéculation immobilière devrait empêcher les Parisiens du centre de Paris d'avoir un hôpital. L'Hôtel-Dieu, s'il est situé là depuis les Mérovingiens, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que Paris était un carrefour pour les transports de l'époque. Tout à côté, il y a Châtelet-Les-Halles. Vous regardez le nombre de gens qui défilent par là tous les jours. Et tout ça, ça dépend de l'Hôtel-Dieu. En fin de compte, le rôle de l'Hôtel-Dieu, il n'a pas changé. Ici, au centre de Paris, c'est quand même un exemple de quelque chose qui reste utile et efficace. Et on nous prétend qu'il faudrait fermer, qu'on n'a pas besoin, que ça coûte trop cher. Et dans le même moment, on liquide les patients. Cette problématique de la défense de l'hôpital public et de la santé et de la protection sociale, ce n'est pas tel hôpital, ce n'est pas telle institution, ce n'est pas les personnels seulement de la PHP, c'est les citoyens. Ça touche beaucoup les gens. Nous, dans le quartier, on voit, il y a plein de gens, notamment de personnes âgées, qui se posent vraiment les questions sur l'hôpital. Pour lutter, on vient là, on vient prendre un pique-nique. Et on vous convie à prendre un petit punch ou un jus de fruits, comme vous voulez, et puis à manger un petit peu avec nous. Hein. Est-ce que grâce à ce pique-nique, enfin, pour la première fois, on bouffe bien à l'hôpital? Bonsoir à tous à Télébocal. J'ai un petit message à vous transmettre. Je laisse la parole au maître Vador. Je voulais faire une petite apparition ce soir, car je regarde beaucoup Télébocal le soir à 23h. Après avoir conquis l'espace, j'aime me reposer devant des micro-trottoirs. Alors, pour Télébocal, bon anniversaire. La Revolution mondiale, World Revolution, with Occupy Brasil. Somos contra a corrupção, somos contra políticos corruptos, somos contra essa distribuição do dinheiro público para mãos privadas. É por isso que nós estamos aqui. On veut des changements politiques. La police à Rio et partout dans les pays réprime les manifestants qui sont dans la plupart pacifiques. Ils veulent des solutions pour les problèmes. On ne veut pas, personne ne veut casser tout. Au début, c'était des revendications très à gauche, pour le droit à la ville et aussi pour la réduction du prix du transport en commun qui a été augmenté. Et c'était vraiment un mouvement des travailleurs, des étudiants, des gens des banlieues. Ces manifs, ça a commencé à cause des Coupes du Monde et des Coupes des Confédérations. La Coupe du Monde, c'est juste en fait un grand mise en évidence de la corruption et de comment on n'a pas de priorités, le gouvernement n'a pas de priorités. Au Brésil, on a dépensé 10 milliards d'euros pour faire cette Coupe du Monde. Et les trois dernières, ils ont coûté 9 milliards et demi. Les 3 Coupes du Monde, ils ont coûté moins que notre Coupe du Monde. On ne veut plus du football libéral qui ravage le peuple comme ça. C'est un crime contre le peuple brésilien, ce qui se passe. C'est un crime. Ça fait des années qu'on fout des milliards dans les Coupes du Monde, d'Europe, des Jeux Olympiques à la con, dans le Tour de France, dans tout le sport professionnel, avec des gens payés à des milliards et des milliards. Là, il paraît que Pelé, il soutient les manifestants. Il serait temps un peu. C'est la première fois qu'on voit aussi des gens dans la rue contre la corruption, contre les choses qui sont vraiment importantes. Et là, c'est pour ça. C'est nettoyage au pays de la corruption. Nous, on ne sait pas que le foot et le samba et le carnaval. Ça ne suffit plus. On a besoin aussi des hôpitaux, des écoles et tout ça. Un joueur brésilien, il a dit que ce n'est pas avec des hôpitaux qu'on fait la Coupe du Monde. Ça, c'est une déclaration de Jérôme Valk, les dirigeants de la FIFA.
que ça serait plus simple d'organiser une Coupe du Monde avec Poutine. Ils prennent la dictature. Ils disent qu'on ne doit pas lutter. On doit accepter. C'est à ces gens qu'on répond. Vous faites la manifestation avec la trottinette. Pourquoi? C'est la paix. Ce qu'on a marre, c'est les vols. Parce qu'on n'a pas d'éducation, on n'a pas la santé, pas de sécurité. Les impôts, ils ne mettent pas les impôts sur les rues, les hôpitaux, les choses. Ils volent. Quand on voit que les gens qui volent, les politiciens ne sont pas en prison, les gens se trouvent le droit de faire ce qu'ils veulent aussi. La plupart de la population n'ont pas d'éducation, donc elle ne connaît pas son droit, elle ne connaît pas la force du peuple. Et donc on manque beaucoup de ça. Là-bas, c'est dur quand tu as quelque chose à manger et tu vois quelqu'un à côté qui n'a rien. Ça, c'est dur. Des enfants. Je crois qu'il y a un lien en ce moment entre ce qui se passe en Turquie, en Grèce. Mais évidemment, il y a un lien, mais tous les peuples se lèvent, et pas pour Danette. Moi j'ai fait mon affiche, ramène ta place, ramène ta place. C'est un mouvement de solidarité mondiale pour les problèmes locaux, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Tous les groupes sont en colère pour des choses différentes. C'est toujours le pouvoir économique qui remporte sur les vies. Le président a fait un discours, mais je pense que ça ne va pas arrêter tout de suite les personnes, car il y a beaucoup de choses à changer, pas que des discours. Des discours, on est habitué déjà. La manifestation, elle ne va jamais arrêter, elle est là, elle est dedans. Est-ce que c'est la conséquence de mai 68 ou autre, où il était interdit d'interdire? En fait, chacun réclame ses droits, mais personne ne proclame ses devoirs. Et on voit bien que c'est la limite de toutes ces grandes manifestations de rue, c'est qu'il y a une expression forte d'un rejet, une soif de renouveau, mais pour aller vers où? Ça ressort pas clairement. Et d'ailleurs, il n'y a pas dans ces mouvements des leaders qui émergent. C'est bien des difficultés de la Tunisie où je vais, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne de l'opposition qui cristallise, qui rassemble un Nelson Mandela qui soit une figure de proue. Et même en Afrique du Sud, où ils sont passés à la démocratie, on ne pense pas que ce soit un pays où tout va bien, quoi. Et la montée des intégrismes partout, hein, on le voit dans nos rues, hein, dans le 20e, dans le 11e, on le voit. Et les théocraties qui sont en train de se mettre en place. En Turquie, bon, c'est moins clair, même si c'est des religieux. C'est pas vraiment une théocratie, mais enfin bon, ça touche. En Iran, c'est une théocratie. Merde, ras-le-bol. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces derniers mois, c'est comment ça s'est passé en Islande. Mais pour arriver, parce qu'ils ont une très grave crise économique, et ils ont dit merde au système mondial, et en même temps on ne les a pas envahis. C'est d'ailleurs curieux, on en parle très très peu, parce qu'effectivement c'est un exemple, si c'est suivi, ça peut peut-être avoir des effets assez désastreux sur une finance mondiale qui a un pouvoir sans doute excessif aujourd'hui. C'est aussi une des évolutions récentes, quand je dis récentes, de ces dernières années. Le développement des médias, de la télé et de l'internet a amené aussi quelque chose où il faut être très très court, il faut faire divertissant, il faut avoir des réponses en 10 ou 15 secondes. Au bout un homme politique, même quand il dit quelque chose d'intéressant, au bout d'une minute on lui coupe la parole pour le harceler ou le faire passer à autre chose. Aucun raisonnement subtil ne peut s'exprimer en une minute. C'est pas parce que tout le monde s'exprime et qu'une voix égale une autre, qui est le principe de base de la démocratie, qu'il n'y a pas des gens qui ont une qualité de profondeur de pensée, de réflexion ou de capacité d'entraînement, et c'est pas donné à tout le monde. Si on va vers l'anarchie, où on dit chacun est maître de soi, et ça suppose une très grande discipline individuelle. Parce que, regardez là, les bouteilles, les canettes de bière et les cartons jetés par terre, moi ça m'offense. Alors, des fois je les ramasse, pas très rarement, j'en reconnais, mais par contre moi je les jette pas. Et on commence par se plaindre de ne pas avoir suffisamment de droits, ou que ces droits ne soient pas respectés, pour justifier de ne pas assumer ses propres devoirs. C'est beau ça. On va rester là-dessus parce que c'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Ensemble, prenons en main notre vie, parce que tout ça ne peut pas durer. Qu'on puisse s'asseoir sur le trottoir, nous renverser. Bonjour jeune homme, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? La révolte au Brésil par exemple, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, etc. Forcément je pense que ça met
ça met une grosse pression sur les pouvoirs politiques du Brésil et peut-être dans le monde. Et donc c'est intéressant de voir que les gens peuvent se servir de ce type d'actualité pour justement se révolter. Et en fait, ça donne une image différente du Brésil. Ce qui se passe au Brésil, oui, bien sûr, ça m'a impressionné. Il se trouve que j'étais en Tunisie et que j'avais assisté à la révolution du 14 janvier. Intéressant, non ? Oui, bien sûr, oui. L'évolution de ces 2 dernières années en Tunisie n'est pas très rassurante. Enfin, c'est la crise. On sait au Brésil parce que c'est un pays en voie de développement, mais dans les pays développés comme en Europe, je pense qu'on a les mêmes finalement. Ça me rappelle aussi qu'on a essayé de nous faire le coup des Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps et que ça n'aurait pas résolu non plus nos problèmes. Donc je comprends bien nos amis brésiliens qui trouvent qu'il y a des choses plus urgentes que la Coupe du Monde de foot. Voilà, on est tous dans la même problématique, le tiers-monde le monde en voie de développement comme le monde développé. On a beaucoup espéré de la révolution en Tunisie et on voit que ça nous mène à quelque chose. Finalement, on en est presque à regretter les dictatures, quoi. Alors, enfin, c'est incroyable, enfin, c'est fou. Ça évoque un monde en mutation et une soif de démocratie réelle dans tous les pays. Des trucs qui m'ont touché dans l'actualité de la semaine. Qui t'ont donné à réfléchir comme d'habitude parce que tu as quand même un esprit. Guéant, super, il est trop fort, j'adore. Guéant, il est super bon. Il est trop bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires au cul, 7 histoires au cul, c'est quand même un record, il est magnifique. Mais il s'en sort toujours. Ouais, mais là, ça sent le caca, là. Vous connaissez la chanson de Dutronc, je retourne ma veste. Alors droite, gauche, gauche, droite. Maintenant, Tapie, il était à la droite. Non, mais franchement, bon, lui, c'est même pas la peine sans commentaire. Merci beaucoup. Ça continue, toutes les histoires des politiques, entre Tapie, Lagarde, maintenant c'est Cahuzac, c'est interminable. On en apprend tous les jours des nouvelles, on dirait. Pourquoi Cahuzac, il est si guilleré, si silencieux et si guilleré, qui se permet d'aller partout? C'est parce qu'il sait très bien que les politiques, il connaît tous les comptes en banque des politiques. Donc, que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde se tait, il se tue pour les autres. Donc, il peut se balader, claironner et même demander un autre mandat. Tapie, c'est la fève, c'est le cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour les téléspectateurs, c'est cadeau pour tout le monde. Parce que là, vraiment, c'est extraordinaire. Même à l'époque de l'OM, on se rend compte, là, qu'il a entubé les juges et tout ça. C'est magnifique. Et les gens, c'est là où l'humain est un peu étrange, si tu m'autorises, c'est que s'il se présentait à la mairie de Marseille, je serais sûr qu'il serait capable d'être élu. Alors que c'est l'escroc de base, en puissance. C'est l'archétype même du mec. Est-ce que vous connaissez ce poème de Tarkos qui s'appelle L'homme de merde? Non. Alors je le conseille à tous. Salut à vous. À bientôt. Pour ces 17 ans, je vais faire adhérer Télévocal au Front National. Quoi? C'était quelle date? Politique. Dernière vague de courrier. Qui c'est qui m'a abonné là-dessus? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Front National, je suis dégoûté. Sérieux? Richard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a voulu faire une farce ou quoi? Grâce au soutien que le Front National renforce sa place au sein du paysage politique français. Chambé. Non mais là c'est un mon nom en plus.
Le 18 juin. Bien sûr, tu me vois, moi, dire. T'as adhéré le 18 juin au FN? Arrête-toi, tu m'énerves. Comme ça. T'es avocat, bonjour. Ouais, Ludo, ça va? Bon, Ludo, qu'est-ce que tu branles? Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander ce dont vous avez rêvé cette nuit? Ah non. C'est trop cochon, faut rien dire. Oh mon Dieu, non. Vous voulez pas le connaître, non? C'est dans un restaurant, j'ai commandé une entrecôte de porc. C'est trop bon. Parce que comme je mange cachère, pour moi c'est un rêve. Ah, ça va être un rêve d'amour, je crois bien, ouais. J'en ai beaucoup, mais ils sont très intimes. C'est un fantasme. C'est un peu personnel, indiscret, là. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Hein, ouais. Putain de cochon! Ça m'arrive régulièrement de voir des gens de la journée passer dans mes rêves. C'est fatigant, ça fait pas rêver quoi. Enfin, je revis ma vie la nuit du bureau. J'ai rêvé que je faisais une carrière interplanétaire. Moi, je fais une reprise du volley en finale de la Coupe du Monde de football. Que j'étais l'idole des femmes. Une belle fille comme toi, que ma vie soit heureuse, voilà, je suis un canard heureux. Genre, je suis un champion. C'est un rêve où je vois une petite aiguille qui marche le long d'un chemin qui est tracé. Je courais et que je voyais une ligne d'horizon qui se rapprochait. Je cavalais, je courais. Là, il y a une boule de neige qui arrive. Et je courais, je prenais de la vitesse et là je sautais. Et puis il y a une plus grosse boule de neige et voilà, et puis à un moment il y a une avalanche. Oui, ensuite je me suis perché sur un arbre. Je suis monté sur un arbre et je suis resté perché. Et là devant moi je voyais un escalier énorme et beaucoup plus grand que ce que je pouvais attendre en courant. Je me sens mal à l'aise, je me dis que l'aiguille elle va mourir. À l'arrivée à la réception en bas de l'escalier, je me réveille d'un coup sec. Et après je me suis réveillé gentiment, tranquillement, bien en forme, à l'aise. Je cassais un mur chez moi pour faire plus de place, puisque j'habite dans un petit appartement. J'avais des petits cochons. Et dans le mur que j'ai cassé se trouvaient des chats avec leurs petits. C'était dans un petit carton et je les regardais et j'essayais de leur donner à manger. Et, tout. Et je me disais mince, j'ai vraiment pas de place pour vous accueillir. Je les gardais comme des animaux de compagnie. Et ouais, je trouvais ça trop cool, c'était bien. Que je fume. Ah ouais? Incroyable, alors je ne fume pas. Beaucoup de plaisir, une cigarette, tout simplement. Mais un peu en cachette. J'ai rêvé que je me trouvais dans un grand manoir. Et je me retrouve dans une maison où il y a plein de sculptures en céramique. On y était enfermés, on y voyait ses plus beaux rêves. On était maintenus dans la jeunesse éternelle. Et c'est très froid. Et à chaque fois j'essayais de les secouer en leur disant mais non, faut sortir de là, c'est pas la vraie vie, on vous utilise. Il y a je sais pas, une sorte de gros serpent des sables. Et quand on a libéré les gens, en fait, ils sont ressortis à l'âge qu'ils devraient avoir actuellement. Et ça a été un choc. C'est un rêve où je marche sur la banquise tout seul pendant des heures et des heures. Que je sois au bord de la mer quand même. Où il n'y a pas de bruit, où c'est juste silencieux. Je me fais bronzer. Et le soleil se couche jamais. C'est toujours un long coucher de soleil rouge. Et c'est assez sympa. Que je volais. Je tombe dans le vide. Oui, évidemment, bon, les rêves classiques. Et à chaque fois que je prends conscience que je suis dans un rêve, je n'arrive plus à voler. Et je me casse la gueule. Un rêve assez formidable, une liberté, une légèreté, un bonheur. Parce que c'est génial, j'ai quand même au début la sensation que je vole, mais après quand ça tombe, j'essaie de remonter mais ça marche pas. Oui, parce que je me tiens comme ça, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Je continue à planer, ouais. Sans aucune substance pourtant, voilà. Pourquoi vous dites on a gagné alors? Parce que c'est à l'ordre du juge, il nous a donné la permission de faire un rassemblement qui était interdit par la préfecture. Là, ils sont autorisés simplement à manifester ici, à Bastille. Je suis émue parce que après une garde à vue, après tant d'injustices, c'est ça. on préserve le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel. Il y a un jugement du tribunal administratif qui nous donne le droit de manifester, donc on est libre de manifester, et malgré ça, la préfecture, elle continue à bafouer ce droit. Ça va. Ne touchez pas. Ne me touchez pas. S'il vous plaît. Oui, c'est le comité d'accueil qui... Je m'attendais au pop-en girl, moi je suis un peu déçu là. C'est pas tout à fait ce que j'espérais. La foule
La justice a enjoint à la préfecture d'autoriser la manif et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. On continue à s'asseoir sur une décision de justice. La préfecture s'assoit sur une décision de justice. C'est pour faire peur aux sans-papiers parce que les sans-papiers sont vulnérables. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? La dignité, la liberté. Ça reste quand même restreint dans la mesure où on est encerclé. Donc une manif, quand elle est libre, on a le droit de parler aux passants, de les mobiliser, de les sensibiliser. Mais là, c'est pas le cas. À Paris, on essaye que les choses ça s'arrange, mais je pense que la préfecture de Paris ne veut pas que les choses s'arrangent avec le 9e collectif. Et je trouve que ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est pas uniquement pour le 9e collectif, c'est pour tous les citoyens, pour toutes les organisations. Gagner contre eux déjà, parce qu'ils nous ont interdit la manif. Ils nous ont interdit le rassemblement et on a gagné. Pour nous, c'est une grande victoire aujourd'hui. Ah, on a gagné. La préfecture, on les a fait reculer. La semaine dernière, ils nous ont dit c'est interdit, on ne veut plus vous voir ici. Et bien aujourd'hui, on est là. Qu'ils veuillent ou pas, mais on est là, on ne lâche rien. Je suis très très content. Et c'est une victoire pour le 9e collectif. Et bien on va revenir jusqu'au bout, jusqu'à que les sans-papiers, ils auront leur papier. Merci beaucoup. Pour les 17 ans Télébocal, on va vous faire un truc extraordinaire. On va illuminer pour vous ce soir Télébocal. Attendez. Joyeux Donnez vos promesses, nous sommes la richesse, des femmes en détresse. Accoucher, avorter, c'est la liberté, à la maternité. Où sont Olila? Où sont Olila? Où sont Olila? On est devant le ministère de la Santé. On a fait un campement sauvage devant le ministère depuis lundi 15h. Nous sommes venus pour défendre la reconstruction de la maternité des Lilas. Comme ils nous l'ont promis il y a 2 ans pratiquement, avec signature, l'accord écrit. Il y a une vidéo de François Hollande qui tourne sur YouTube où il dit qu'il va soutenir, inaugurer cette maternité. Il est élu, il est venu 1 mois avant son élection en tant que président de la République. Et là, donc, ils ont changé d'avis, ils sont revenus sur leurs promesses et donc nous sommes venus leur montrer que effectivement nous sommes à la rue. Là c'est le bloc, vous avez la nurserie, vous avez tout un tas de services de la maternité des Lilas qui est donc aujourd'hui à la rue. Vous voyez que c'est précaire quand même. Hein. Il était une mater qui était en danger et la RS voulait bien la fermer. Il y a eu un non définitif parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que nous avons un déficit structurel trop important. Mais aujourd'hui, la plupart des maternités sont déficitaires. Il faut accoucher rentable. Comment on fait? Eh ben, on ne sait pas faire, nous, au Lilas. C'est ça le problème, c'est on accouche, mais on n'est pas rentable. Finalement, il faudrait faire le plus d'actes possible. Faire du chiffre avec de l'humain, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est un accouchement quand les femmes accouchent au mieux? C'est là où on va faire le moins d'actes possible. On les traite comme des enveloppes comptables, voilà. Ce qu'ils cherchent, c'est politique, c'est supprimer les maternités de type 1. Supprimer tout ce qui est humain dans les maternités. L'avantage d'un niveau 1, en fait, c'est qu'on va prendre en charge les grossesses physiologiques, c'est-à-dire les grossesses normales, qui n'ont pas spécialement de problème. Et c'est évidemment la majorité des grossesses aujourd'hui. Moi, j'ai vécu 2 super moments avec la naissance de mes enfants dans cet établissement. Des moments humains très forts, par la prise en charge qu'on a eu dans cet établissement. Et pour nous, ça sera un crève-cœur de voir cet établissement disparaître avec toutes ces valeurs et l'approche qu'ils ont sur la naissance. Toutes ces valeurs de choix, de dialogue, d'entourage, de soins suivis, c'est quelque chose à défendre. J'ai passé beaucoup de temps à cette maternité, c'est super, pour établir un lien avec l'enfant. Ça fait des bébés très calmes, très cool. Toutes ces activités de qualité, on les trouve qu'au Lilas en fait. La politique de santé actuelle est de regrouper les naissances sur des gros pôles
d'accouchement. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des usines à bébés, hein, pour rassembler en fait les équipes, pour faire en sorte que ça coûte moins cher, etc., etc. Ce ne sont pas des lieux qui vont permettre justement qu'une grossesse se passe de manière la plus adaptée possible. La suite, éventuellement, ce qu'on nous laisse entendre, ça serait un projet dans une autre maternité à Montreuil. Mais on risque d'être complètement absorbé dans une autre façon de fonctionner, de travailler dans des locaux qui ne seraient pas adaptés à nos besoins. Je crois que c'est pas possible, ça se passera pas comme ça de toute manière. C'est une grosse erreur. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Qu'on n'est pas que des lilas, quoi. C'est pas que du patriotisme local. Hein, c'est aussi l'Est parisien, les quartiers populaires, toute cette géographie de la carte de santé, où on a eu déjà beaucoup de suppression de mater. Tout le monde est très soudé pour se battre dans ce projet et on se battra jusqu'au bout. Moi, je crois qu'on va y arriver, quand finalement, au bout du bout, on va reconstruire la maternité des lilas au lilas. Moi, pour les 17 ans de Télébocal, je suis capable d'aller faire les soldes. C'est pas la journée pour faire Non, il n'y a pas de vêtements de bataille. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de vêtements de bataille. Merci. Bon. Désolé Télébocal, j'ai réessayé. Apparemment les sumo sont pas tolérés pour les grandes tailles, donc voilà, pas de solde pour les sumo. Voilà, joyeux anniversaire Télébocal. On voulait connaître les expressions ou les tics de langage qui t'agacent chez les autres. Les tics de langage qui m'agacent. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est pas français. C'est un pléonasme. C'est pas la peine d'insister comme ça. Les verlans, truc de ouf. Parce que moi je suis pas habituée à ça parce que je viens pas d'ici. Ouais, ça va ou quoi? Ça va ma poule? Je trouve ça idiot, c'est con, j'aime pas. En général, les mecs, quand ils draguent, ils disent ça. Puis les steux aussi, steux-filles. Moi, c'est un manque de respect déjà. Il faut aborder la femme d'une autre manière. Le mot juste utilisé à toutes les sauces. C'est juste fantastique. C'est juste super. C'est juste extraordinaire. Juste, c'est pas bien. C'est juste pour tout. Je trouve que ça apporte rien. Les Les bains. Parce que ça me rappelle les chèvres. Ou pas. Quand on dit par exemple ça peut le faire, et les gens répondent ou pas. Directement une contradiction, c'est assez embêtant quoi. Moi ce qui m'agace c'est les gens qui s'emportent trop vite. Merde. Fuck. Le mot merde. À chaque fois que je suis énervé ou je suis content ou quelque chose de bien m'arrive, voilà. C'est pas un bon mot mais tout le monde le dit sans s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois? Non, tu vois. Est-ce que tu comprends? Parce que répéter, ça donne pas d'impact, on va dire, à la phrase. La personne est moins crédible. Moi, j'essaie de pas les employer. Quand on se concentre, on arrive à parler sans le dire. Je dis ça comme ça. Je trouve que c'est inutile de dire je le dis simplement. C'est un peu redondant. J'utilise souvent LOL. LOL, je trouve ça assez con. Grave. Et tout. C'est juste pour remplir une conversation. Comme les ados. Et tout. En fait, quand je commence une phrase, je vais expliquer un truc. Je dis et tout. Et je dis pas au fait. Alors oui, il y en a un en ce moment, c'est ma petite nièce qui arrête pas de le sortir. Un truc qu'a sorti une fille blonde à la télé. C'est ah oui quoi, non c'est pas ah oui quoi. Ça c'est quoi déjà le truc là? Allô quoi? Allô quoi? Allô quoi? Allô quoi?
une fête de quartier absolument exceptionnelle. Elle sert à la convivialité entre les gens, la solidarité, c'est un échange quoi. C'est pour déjà se retrouver ensemble, s'amuser, partager, communiquer. Apprendre à se connaître, pour rencontrer des habitants qu'on ne connaît pas et pour passer un moment convivial. Avec beaucoup de gens, une très bonne ambiance, de la convivialité. Moi je viens chaque année parce que je trouve que la fête telle qu'elle est organisée dans ce micro-quartier Piton du Vernois prend vraiment tout son sens en matière de convivialité, de lien social, du vivre ensemble. Ça a permis que certaines personnes échangent, certaines personnes encore une fois apportent à manger, que ce soit un moment très très convivial. C'est une fois par an, c'est super important dans un quartier. Du sport, de la culture, des renseignements sur les loisirs, tout ça à la frontière de Paris, entre Paris et Bagnolet. Qui a cuisiné tout ça? C'est moi. C'est toi. C'est quel voisin? Tous les voisins du quartier. Tous les voisins? C'est toi qui l'as fait ce magnifique gâteau? C'est pas très bon, monsieur. C'est super beau. Vous l'avez goûté? Non, attendez, c'est super bien. Je suis futur pâtissier. J'ai fait une tarte à la fraise avec un gâteau au chocolat. Moi je suis futur footballeur. Ici c'est Piton monsieur. On a la chance d'être accueillis comme chaque année par la médiation, par justement l'association du quartier. Nickel, j'ai rien à dire. Et regardez, tous les âges sont réunis. C'est pas merveilleux tout ça? Tous les enfants, les grands. J'ai grandi là. Tout le monde se connaît, voilà, il y a les petits, on les connaît tous depuis qu'ils sont petits. Moi ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je le fais. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, plus les années passent, plus je me dis voilà, on avait des petits qui ne sont plus là et qui viennent jeter un peu de temps en temps, qui viennent jeter un œil, histoire de passer un petit coucou et qui repartent. Tout le monde est gentil. Dans la vie, on peut pas tous se rejoindre, donc là voilà, on profite, il y a de la joie, on est avec les petits. Les enfants prennent leurs pieds, comme on dit, et voilà, c'est agréable, il fait beau. On peut jouer, on peut crier, on peut danser, on peut chanter. Là, il y a un nouveau jeu. Ils doivent deviner combien il y a de bonbons dedans. Ouais. Et ils gagnent soit un vélo, selon leur âge, soit un MP3 tactile. D'accord. On n'a pas le droit d'avoir les résultats parce que sinon, après, ça serait trop facile, on pourrait les influencer. Voilà. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de relations personnelles et c'est très important. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on arrive à se repérer et éduquer nos enfants dans ça et qui grandissent bien entendu dans de bonnes conditions. C'est un quartier en plus qui est très particulier parce qu'il est à la frontière entre la banlieue et Paris. Mais c'est toujours Paris. Mais il suffit de franchir quelques pas et on se trouve à Bagnolet. Que ce quartier, ce n'est pas parce qu'il est à la périphérie qu'il ne fait pas partie de la République. Et j'aime à le rappeler. Pour le 20e arrondissement, ce quartier a la même valeur que les autres quartiers. Là, on est tous contents d'être là et d'organiser ça chaque année. Je pense que cette fête de quartier est la meilleure fête de quartier de toute la capitale. Et je suis objectif, monsieur.